Bienvenue en ce dimanche 24 avril 2022 pour le deuxième meet-up de l'école de la Bourse sur le thème la place des nationaux dans l'économie, notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance et j'espère que pendant ces 1 heure, nous pourrons comprendre nous-mêmes la place que nous occupons et comment progresser dans ce classement. Notre pays, comme beaucoup de pays africains, regorge de richesses, mais quand nous observons réellement, nous ne captons pas une part, comment dit-on, une part significative de cette richesse-là. Donc, il s'agira pour nous, dans la première partie de l'émission, de réfléchir, d'échanger sur la place que nous occupons dans l'économie et pourquoi on occupe cette place-là. Donc, l'histoire, les facteurs, qu'est-ce qui explique la place? Donc, prenez la parole, vous dites, je pense que les Ivoiriens ne sont vraiment pas bien placés dans le classement dans leur propre pays parce que, et vous expliquez. Et la deuxième partie de l'émission va porter sur comment justement on peut améliorer notre position dans l'économie dans notre pays. Donc, pour chaque partie, le public que vous êtes aura comment dit-on, deux intervenants. Donc, vous n'avez juste qu'à lever la main. Vraiment présenter votre propos de façon très, très concise parce qu'il y a que 2 à 3 minutes par intervention. Et puis après, on aura un invité. S'il n'est pas connecté, on pourra nous-mêmes échanger dans le temps de parole qui lui est donné. Donc, pour la première partie, je vais vous donner la parole maintenant. Selon vous, de votre point d'observation, les Ivoiriens, quelle est la place qu'ils occupent dans l'économie nationale et pourquoi on en est là? Comme je l'ai dit, si vous êtes au Burkina, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez toujours prendre la parole, mais répondre de votre point de perspective, c'est-à-dire le Sénégalais dans l'économie du Sénégal. Je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes problèmes. Donc, premier intervenant sur cette question, Madame Guillam Touré. Allez-y. Merci à vous. Merci à tous. Encore une fois, bonne fête et de bons week-ends. En fait, par rapport à la préoccupation que vous avez soulignée, bon, on sait tous de manière générale, particulièrement dans notre pays, on n'a pas une politique et même une éducation à mettre le national ou bien le local prioritaire. C'est-à-dire depuis, je ne vais pas dire depuis toujours, mais depuis aussi longtemps qu'on se rappelle, et même quand on va au niveau le plus proche social, il y a un souci non, le local n'est pas mis en valeur. On préfère aller, et ça se voit partout, on préfère aller payer chez quelqu'un d'autre que chez quelqu'un qu'on a. Et chacun a ses motifs. On va te dire non, quand tu commences à payer chez lui, il est arrogant, ou bien il n'est pas reconnaissant. Bref, chacun va vous dire comment dirais-je, son vécu, ses expériences. Mais on constate tout simplement que euh, l'Ivoirien ne consomme pas local, l'Ivoirien ne consomme pas ivoirien. Et dans tous les sens du terme, que ce soit en consommation financière, que ce soit en consommation, etc. C'est un constat. Prenez n'importe quel économiste, ils vont vous dire ça, c'est un secret comme de Polichinelle. Donc, bon, voilà, c'était un peu ce que je voudrais ajouter en attendant la deuxième partie c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais pourquoi, selon vous, c'est comme ça? Donc, parce que c'est une éducation. Les historiens vont vous parler du colon, étant donné le colonialisme, bien sûr, étant donné qu'ils ont une politique d'exploration et d'exploitation, c'est clair ils ont fait des politiques économiques, politico-économiques pour favoriser d'abord l'exportation des données. Des matières qui sont des données, des matières et tout et tout. Et c'est ce même esprit qui est cultivé jusqu'à présent, puisque nous, jusqu'à présent, c'est pas réapproprier le fait de gérer nos ressources. Et quand je dis ressources, c'est vraiment tout, parce que même la gestion même des données, simplement, c'est-à-dire des données, ne serait-ce que géographiques, mais des données, même les adresses postales sont gérées à l'étranger plutôt qu'au niveau national. C'est-à-dire la gestion, le stockage, tout se fait à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que l'esprit même, notre esprit même de conception, depuis le politique, depuis l'éducation, on est plus à même
de voir toujours au dehors. Et ça va depuis toujours, dans les faits les plus, vraiment les plus banals, de rien du tout. Quand on te dit là, tu dis dehors est toujours la meilleure, on va te dire là, elle est toujours verte ailleurs. Et on ne se rend pas compte, mais et culturellement, l'ivoirien, c'est l'étranger, quoi. Bon, on dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça m'intéresse très peu. Tout vient de l'étranger d'abord. Et bien sûr, c'est insidieux, ça va dans tout. Le pourquoi, je vais dire tout simplement, c'est culturel. On peut mettre le politique, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais c'est d'abord, surtout, on ne se voile pas, c'est le culturel. On s'est éduqué dedans, et là, pour pouvoir s'en sortir, il faut se rééduquer. C'est la seule solution. On ne va pas compter sur la politique ne pourra pas, puisque la politique, du fait, est une conséquence justement de cette culture-là, du fait que les tests de loi qui sont là, qui sont prises, ne sont pas faites pour rendre griffe à ranger l'ivoirien. Ce n'est pas méchant, mais je crois que c'est plus culturel qu'autre chose, en fait. Il faut vraiment une autre vision, il faut vraiment casser ce code pour réfléchir autrement. Parce que malheureusement, le sujet est beaucoup plus profond que juste. Donc, merci à Mme Bilamto pour sa contribution. On a M. Ba et M. Kam et M. Kone Moussa qui ont levé la main. Ça, c'est bon. Donc, on va prendre M. Ba. Mais M. Ba, s'il vous plaît, on n'a que 3 minutes par personne. Oui. Non, je ne vais pas. Si vous me laissez le temps, je vais aller vite. D'accord, allez-y. OK, merci, M. Kwao. Je pense que notre place n'est pas reluisante. Ça, c'est le premier constat. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Si on regarde, comment dirais-je, l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on parle de l'aventure 46, ceux qui ont participé à cette aventure que le président Félix Houphouët-Boigny a bien voulu organiser, il y a combien d'hommes d'affaires là-dedans? On a plutôt formé des cols blancs. Est-ce que vous voyez? On a formé des cols blancs, hein, pour être enseignant, pour être ici, pour être cela, mais on n'a pas formé des personnes pour devenir des grands hommes d'affaires. Des personnes qui pouvaient à leur tour, comment dirais-je, favoriser cette éducation-là auprès des autres. Et quand vous regardez bien, nous sommes tous à la recherche des concours de l'ENA, des concours à la fonction publique, ceci, voilà, travailler dans les bureaux. Ça, c'est la culture de l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, bon, dans les années antérieures, était à l'aise et dans sa tête, ce n'était pas comme on dit brouiller, chercher. C'est quand on s'est rendu compte que la grande partie du pan de l'économie s'est retrouvée dans la main de l'étranger, que tout ce que vous voyez là a commencé. Les gens ont commencé à s'inquiéter. Les gens ont commencé à dire, mais on nous prend tout. Mais, oui, on vous prend tout, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour, comme on dit, grignoter ou bien pour prendre votre place entière dans cette économie? Donc, voilà la situation et je suis entièrement d'accord avec la dame qui a intervenu pour dire que c'est culturel. Dans la mentalité de l'Ivoirien, c'est le bureau. Voilà, quand il est assis dans un bureau et puis il commande, l'Ivoirien est heureux. Pendant ce temps, l'économie est gérée par d'autres personnes que l'Ivoirien. Donc, je pense que il va falloir qu'on change de mentalité. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Ba. Oui, alors, bonsoir à tous. Alors, moi, oui, je pense que comme l'a dit mes prédécesseurs, hein, on fait tous le même constat. Le constat, c'est que l'Ivoirien n'est pas en bonne position. Maintenant, il faut regarder sous plusieurs angles. Je dirais, le premier angle, je ne veux pas dire que notre promotion, nous, c'est perdu. Je ne veux pas le dire, mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation. Comme M. Ba l'a dit tout à l'heure, nos prédécesseurs, ils nous ont mis dans la tête qu'en allant à l'école, c'est de s'asseoir entre 4 murs et puis voilà, le tour est joué et que c'est là, c'est ce qui signifie réussir. Alors que là, on se rend compte aujourd'hui que voilà, acquérir l'indépendance financière, acquérir de la richesse, c'est pas forcément entre 4 murs. Et on aurait dû, depuis l'école primaire, bon, quand je regarde le cahier de mon fils, maintenant, je vois qu'ils ont une matière, une discipline qu'on appelle entrepreneuriat. Je dis, bon, c'est pas mal.
Mais je veux dire que l'éducation, depuis le bas âge, pour nous, en tout cas, ça a été raté. Et là, aujourd'hui, voici le résultat que ça donne. Deuxièmement, il y a la partie politique aussi. Partie politique, qu'est-ce que le politique fait pour encourager les entrepreneurs, pour que l'Ivoirien sorte du bas? Sincèrement, aujourd'hui, je ne vois pas. Quand on dit on a croissance à 2 chiffres, croissance à 3 chiffres, excusez-moi du terme, mais ça ne veut rien dire pour l'Ivoirien lambda, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui participent à cette croissance-là, il n'y a aucune entreprise nationale dedans. Donc après, quand ils finissent, bon, ok, tout l'argent est basculé de l'autre côté. Nous-mêmes, dans nos différentes études, aujourd'hui, on voit BCC, on voit Nestlé, tout ça. Après, bon, l'argent, la cible à travers Atidjari, après, bon, tout l'argent là est basculé de l'autre côté. Donc, le politique n'a mis en place aucune structure pour développer l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on paye sa cash. Maintenant, troisième angle, je voudrais incriminer le côté culturel. On n'a rien fait. Aujourd'hui, ceux qu'on nous montre à la télé comme ayant réussi, c'est ceux qui ont tout fait comme sauf que réussi dans la magouille, excusez-moi du terme, dans la marmaille, comme on le dit aujourd'hui. C'est ceux-là que la télévision nationale, c'est ceux-là que les journaux, c'est ceux-là qu'on nous montre comme des gens qui ont réussi. Mais en réalité, c'est des gens qui ont échoué parce qu'ils n'ont aucune culture, sauf qu'ils ont juste eu un peu d'argent et puis bon, on branle ça. Et là, ça fait miroiter les enfants. Et ça, bon, ça n'engage que moi. Chez moi, il n'y a pas de télévision. Voilà. Il n'y a pas de télévision. Si tu veux te distraire, tu prends un livre, tu lis. Et c'est moi qui donne les livres. Voilà. Donc, c'était ma contribution. Et merci à vous, en tout cas, pour la lucarne que vous nous... D'accord. Merci vraiment à tous pour la contribution. On va prendre la dernière intervention sur ce point-là de M. Koné Moussa. M. Koné Moussa, contribution sur la place des Ivoiriens dans l'économie nationale et les facteurs qui expliquent ce positionnement. D'accord. Merci, coach. Je pense que les gens ont un peu tout dit. Donc, la place, de mon point de vue, n'est pas reluisante. On a une forte économie et voilà, sans donner de chiffres, de mon point de vue, en tout cas, les Ivoiriens devraient quand même pouvoir avoir une place prépondérante. Et les causes, selon moi, elles sont, ça a été dit, hein, c'est d'abord culturel. Quand on dit culturel, je dis que ça dépend de la vision politique. On est parti d'économies fortement portées par l'État, le capitaliste État, où il y avait les SODE, tout ça, avec la vision qui était d'aller le plus loin à l'école et puis sortir et occuper des postes qui étaient occupés par des colons. Donc, cette vision a fortement marqué l'initiative. Ça fait qu'aujourd'hui, on compte du bout des doigts des cadres ivoiriens qui ont entrepris, pour lesquels on est un peu fiers, comme Billon, les Sika et les Diagou, ainsi de suite. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les mentalités essaient de changer, mais voilà, en termes de diagnostic, moi, je dirais quand même qu'il y a un gros volet appui État, c'est-à-dire la vision est d'abord étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui nous a déjà indiqué le chemin où on n'a pas vu que quand tu étais entrepreneur, c'était une bonne chose. Voilà. C'est quand on allait loin à l'école qui était une bonne chose. Aujourd'hui, les jeunes ont changé de mentalité, mais je pense qu'il y a un défaut d'accompagnement. Ils se battent dans un environnement où les autres sont mieux structurés, où ils ont besoin d'appui. Voilà. Et cet appui-là n'est pas toujours là, donc ça reste encore un peu faible. Voilà. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être long. D'accord. Merci vraiment à tous pour les éléments. Beaucoup de choses ont été dites. Le consultant qui devait être avec nous n'est pas encore connecté. Donc, moi, je vais vous partager ma pensée là-dessus.
il y a quelques années, on a déjà discuté de ce thème-là. À l'époque, on n'avait pas parlé d'argent. Donc, il y a quelques années, en 2019, je vous avais partagé une vidéo. Je n'ai pas trouvé utile de la repartager encore parce que ce contenu va aller sur YouTube et on peut me censurer là-bas, ce dont on n'a pas besoin actuellement. Mais au journal de Africa 24, il y avait une intervention du président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. C'est ce qui a donné la fameuse infographie que vous avez vue là, dans laquelle il citait clairement les parts de marché occupées par les Libanais dans l'économie ivoirienne. Et on était sur du 80%, du 65%, du 90% en fonction des secteurs. Le mec, il te dit clairement au journal télévisé qu'on a la moitié du plateau, ou bien on a 80% de Macori, etc., etc. Je vais retrouver après ça pour vous envoyer, ça doit être dans le précédent téléphone là. Mais déjà, il y a 2 ans, 3 ans, ça nous avait choqué. On n'avait pas parlé d'argent. Donc, chaque communauté avait réagi. Et là, on a pu parler ensemble. On a pu s'écouter. Donc, premier point de mon propos, c'est quelle est la place qu'on occupe. D'après les travaux du docteur Maurice Koué, ouvrage Le modèle du lait, les Ivoiriens auraient plus ou moins 20% des micro et petites entreprises de Côte d'Ivoire. 20%. Les ressortissants de la CEDEAO auraient 80%, les Libanais 80%. Les ressortissants de la CEDEAO auraient 80% du secteur artisanat et informel. Les Libanais auraient 80% des PME-PMI et les Français 80% des grandes entreprises. Donc, ce n'est pas un travail forcément de grosse recherche, hein, bien qu'effectivement le docteur Maurice Koué soit économiste. Mais déjà, avec son livre, on a déjà un chiffre qui sort. Et je pense que nous tous, nous sommes de l'ODB. Si on continue de chercher, ceux qui sont au CPC, ceux qui sont au ministère de l'économie, si vous nous aidez, on va sortir un chiffre. Et je sais que ce chiffre-là, les gens ne veulent pas le faire sortir parce que ça va choquer. Mais il nous faut faire sortir ce chiffre. Donc déjà, premier point, c'est qu'un économiste qui a travaillé sur la question préciserait qu'on aurait 20%. Deuxième point, c'est pourquoi. Pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que 60 ans après, les Libanais, par exemple, peuvent dans un journal télévisé expliquer toutes les positions qu'ils ont et nous, on ne sait vraiment pas ce qu'on a. Toujours d'après les travaux de Maurice Koué, il y a eu dans le développement économique ivoirien, comme M. Moussa l'a dit, des phases. Et je pense que connaître ça pour nous va nous permettre d'être un peu moins dur avec nos parents ou grands-parents. Parce que moi aussi, je me disais qu'on ne nous a pas dit, on devait nous dire, et puis j'en voulais à la génération précédente, alors qu'ils étaient dans un contexte économique très différent du nôtre. À la sortie de l'indépendance, après en tout cas la colonisation, au début des indépendances, Jeune Afrique m'avait fait un papier là-dessus à l'époque. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée indépendante avec des secteurs entiers qui étaient des secteurs avec de l'emploi dedans, mais qui étaient des postes pourvus par des étrangers. Donc, vous connaissez certainement le cas de la communauté, je sais pas, c'est béninoise ou togolaise qui était dans l'enseignement. Il y avait les Sénégalais qui étaient dans d'autres domaines. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient là, mais qui étaient exécutées par des étrangers. Donc, l'un des challenges importants du président Houphouët, ça a été de sensibiliser les populations à l'étude pour rapidement avoir les ressources qu'il va placer dans l'administration pour reprendre justement le circuit administratif. Parce que tu ne peux pas bien diriger un pays et puis tout ton circuit de commandement est fait par des étrangers. Ça ne va pas passer. Et si vous voulez bien regarder, on peut regarder la RD Congo. Vous voyez qu'en RD Congo, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, c'est-à-dire qu'il y a toujours autour de la table d'une discussion en RD Congo des étrangers, 60 ans après. Moi, je suis dans le domaine des assurances. Quand ils ont libéralisé le secteur des assurances, il n'y a pas longtemps, je vous informe qu'on manque cruellement de compétences locales en assurance en RD Congo. Donc, on est obligé de recruter des gens d'autres pays pour venir travailler en assurance en RD Congo. Donc, il y a vraiment cette question-là, des fois, quand tu libères un pays, de pouvoir fournir, c'est-à-dire faire rentrer dans les postes à pouvoir là, les locaux très rapidement. Sinon, à un moment, tout ce qui est généré comme argent, là, même en salaire, là, ça sort. Parce que c'est capté par un étranger. Donc, pendant 20 ans, toute la réflexion, toute l'organisation de l'État était vraiment, je pense,
pas dans le mauvais sens. C'était dans le sens, il faut les former pour qu'ils occupent les places. Donc, nos parents, moi, mon père de 50 et quelques, ont été éduqués avec ce postulat-là. Ils ont appris pour aller prendre des places, entre guillemets, qui les attendaient déjà. Donc, ça, c'est peut-être de 60 à 80. Puis, à partir de 80, il y a eu les difficultés économiques. À partir de 2000, il y a eu les crises politiques. Mais ce sont ces parents-là que nous, on a eu. Des parents pour lesquels l'étude faisait suite au travail. Et il n'y avait pas de débat dessus. Tu étudiais, tu travaillais. Donc, ils nous ont transmis cette éducation d'étudier, de travailler, parce que c'est ce qu'ils ont reçu qui a marché pour eux. Sauf que le monde dans lequel ils ont grandi n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Et c'est en cela que maintenant, je partage votre avis sur la responsabilité de l'État, qui n'a pas changé le message, alors que le contexte avait changé. À une époque, tout le système était étudié pour aller travailler parce que les places sont là, elles sont occupées par des gens qui devaient être là. Mais après, dès 80, surtout dès 2000, quand on sait qu'on ne peut pas résorber, on doit commencer à délivrer un autre message. Et le message a commencé à être délivré de la mauvaise façon. On a dit aux gens, allez entreprendre. Comme si l'entrepreneuriat, c'était, bon, comme on n'a pas d'emploi pour vous, bon, allez dans l'entrepreneuriat. Sans comprendre qu'il y a tout un écosystème à créer, sans comprendre qu'il y a tout un accompagnement à mettre en place, sans comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas trouvé du travail. Ça n'a absolument rien à voir. Il nous a fallu presque 20 ans pour qu'aujourd'hui, on ait une agence en Côte d'Ivoire dédiée au PME, agence Côte d'Ivoire PME. Mais on est encore loin de tout l'accompagnement qu'il faudrait pour développer le système. Donc, moi, sur la question des facteurs, je dirais que historiquement, ceux qui ont dirigé le pays, je pense, n'étaient pas animés parce que c'était les besoins pour moi qui impliquaient ça. Nos parents nous ont retransmis l'information qu'ils ont reçue normalement. Mais sauf que c'était à une époque où ça ne marchait plus. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez trouver dans l'ouvrage, le modèle Joula, il y a quelques années, et qui me sert aujourd'hui à vous faire ce partage-là. S'il y a d'autres ouvrages que vous connaissez sur la question de l'entrepreneuriat, ce serait bien, quand vous allez intervenir, de les citer pour qu'on puisse, en étudiant, avoir d'autres éléments explicatifs, d'autres travaux de recherche sur cette question-là, pour comprendre comment on en est arrivé là. Voilà. Donc, ça c'est dit. Deuxième partie de notre intervention, de notre meet-up, c'est comment on peut rattraper ça. Comment concrètement aujourd'hui, si on a 20%, si on a un peu moins, si on a un peu plus, comment on peut remonter la pente. Donc, par rapport à vos recherches, par rapport aux vidéos que vous avez regardées, par rapport à vos lectures, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, comment concrètement les Ivoiriens peuvent retrouver une place plus réduisante dans l'économie nationale. On peut donner des propositions générales, mais j'aimerais des propositions, comme M. Ba disait là, que nous-mêmes, on peut exécuter. Moi, j'ai des idées en tête, mais je veux qu'on discute ensemble. Il y a des choses qui peuvent ressortir d'une intelligence collective qui sont plus intéressantes qu'une seule personne qui réfléchit à tous les problèmes. Donc, la parole est redonnée à la communauté. M. Ba a déjà levé la main. Donc, M. Ba, vous êtes le premier à nous proposer des solutions. Allez-y. Oui, non, en fait, merci, M. Brice. J'ai levé la main très tôt parce que je me dis, hein, je m'excuse, hein, on ne va pas long ce qui est court. Aujourd'hui, avec ce que vous faites, nous sommes bien partis pour résorber ces déficits-là. Nous sommes bien partis. Et je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous inviter, hein, à aller au-delà de ce que nous faisons. C'est vrai, l'EDB est là, dans l'éducation financière. On sait aujourd'hui où se trouve, hein, disons, le nœud gordien. Donc, prenons des initiatives. Soyons les précurseurs de cette grande révolution qui peut avoir lieu sous votre instigation, sur l'instigation de l'équipe que vous dirigez. Quand on regarde les Américains, les Juifs et autres, comment ils font? C'est un groupe qui se met ensemble, chacun apporte quelque chose. Aujourd'hui, avec la bourse, avec ce que vous nous aidez à faire, on ne peut plus parler de manque de moyens. On peut trouver les moyens. Et si on a les moyens, qu'est-ce que nous devons faire? Mais créer des structures. Là où c'est nécessaire pour, disons, pénétrer
les milieux où on peut pénétrer. Vraiment, ça, c'est mon cri de cœur, M. Brice. C'est mon cri de cœur. Aujourd'hui, avec ce que vous faites, il y a un éclairage. Il y a, disons, quelqu'un qui a des bonnes idées. Et maintenant, il faut qu'on mette les idées et les moyens ensemble pour créer les entreprises. C'est comme ça que les autres ont fait. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a commencé avec des milliards tout seul. Hein? Chacun a apporté quelque chose. Aujourd'hui, on parle de trust, on parle de ceci, mais on peut le faire. On peut le faire. Donc, voilà ce que je veux dire pour m'arrêter, pour permettre aux autres de donner les idées. Nous pouvons le faire. D'accord. Merci beaucoup, M. Ba. Est-ce que vous êtes membre de la communauté EDB Immobilier? Moi? Oui, oui. J'ai raté la session de mars, là. Voilà. J'ai dû voyager malheureusement. J'avais voulu m'inscrire. Je vous avais même demandé de me garder une place, mais malheureusement, je n'ai pas pu honorer parce que je n'étais pas là. En fait, je ne l'ai pas encore annoncé officiellement parce que justement, il y a des aspects juridiques que je dois bien comprendre. Mais ce que vous avez dit sur les initiatives, là, il y a un projet qui se nomme EDB Capital qui sera lancé. EDB Capital va permettre de lever des fonds à l'intérieur de l'école pour investir dans l'immobilier et dans les entreprises, comme vous le dites là, entreprises non cotées, et entreprises de nos membres. Donc, c'est un projet qui est l'immobilier, le transport, enfin, tous ces petits trucs-là. Du mélange des idées entre la communauté EDB Business et EDB Immobilier. EDB Business, depuis l'an passé, on en avait parlé, mais c'était un peu, ça nous paraissait un peu risqué parce que l'entrepreneuriat, c'est vérifié. Mais quand on a vu l'immobilier, on s'est dit que effectivement, acheter des terrains, c'est moins risqué. Donc, finalement, il y a une idée qui est en train de sortir. Mais ce que je peux vous dire, moi, je suis encore salarié, donc je ne peux pas lancer beaucoup de choses à la fois. Mais je devrais partir sur la fin de l'année. Et l'an prochain, on aura un coach de briscoe qui sera à plein temps. Donc, oui, on aura la possibilité de structurer quelque chose que je pourrais suivre parce que je serai libre. Parce qu'il ne s'agit pas de vous faire lever des fonds et puis moi, je suis assis au travail, nous tous on travail et puis on met quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, qu'on ne connaît pas, et puis je fais notre argent et il n'y a personne qui est sur le terrain en notre nom à nous tous. Donc, c'est ce que moi, je pourrais être effectivement l'année prochaine. Mais pour l'instant, les communautés sont peut-être mises en place. Comme vous l'avez dit, EDB Bourse, l'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas besoin d'être ensemble pour faire la bourse. Chacun peut faire seul. Donc, on n'a jamais eu besoin d'être ensemble. Mais EDB Business, EDB Immobilier, on a bien compris que si on veut, comme vous dites là, prendre place dans le commerce et la NACAD, prendre place dans la transformation de la tchéquée, on doit le faire ensemble. Mais il faut que quelqu'un soit à plein temps dedans. Tu vois. Donc, on va parler de ça. Moi-même, je suis à la retraite depuis décembre. D'accord, c'est très beau. Donc, voilà. Moi, je suis à la retraite depuis décembre. Gardez ce nom-là au show, EDB Capital. On va en reparler. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on a Madame Yelamto Touré qui a levé la main. Madame Yelamto, quelles sont vos solutions pour qu'on soit un peu mieux? Bon, merci encore. En fait, c'est les mêmes idées. Mais en fait, moi, je reviens sur la principale préoccupation. C'est-à-dire que quoi? Ce que vous êtes en train de faire, on se met ensemble, etc., etc. C'est pas nouveau. Nous tous, on sait ça. Mais c'est ce que je viens de dire. Je viens rappeler, c'est que, encore une fois, culturellement, on a un réel souci de confiance. Il ne faut pas qu'on néglige ce fait-là. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, s'associer pour faire les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas que c'est jamais fait. On a des mécanismes culturels pour le faire. Par exemple, les tontines, les cotisations, ça se fait. Mais avec un moment, il y a un blocage. Pourquoi? Il y a un blocage parce que lorsque il y a le mauvais grain qui se met, et croire qu'il n'y aura pas de mauvais grain, c'est déjà planter le projet. Quand il y a le mauvais grain qui se vient culturellement, on n'a pas les moyens pour l'enlever, pour l'éradiquer, bien pour continuer. Du coup, on a de très belles initiatives depuis des générations, depuis la génération même de nos parents, les quelques qui avaient l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas allé loin parce que, en griffe, c'est ce que je dis, l'idée meurt avec le personnage. Quand la personne s'en va, il y a un problème de duplication, il y a un problème de transfert, il y a un problème de transmission.
Aujourd'hui, on revient encore avec ce qu'on est en train d'écouter là tout de suite. Je reviens encore à la même image. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est M. Brice qui est là. M. Brice, il a pris conscience. C'est bien. Il a mis en place quelque chose. Il va faire son équipe, ainsi de suite. Mais quand on va venir on va s'associer à lui, on va tomber culturellement, on va tomber dans ce laxisme-là. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, on va tout prendre, on va mettre dans la main d'une personne. Et puis, on va s'asseoir dans nos salons, on va attendre vers retomber. Ça, je vous dis, le problème est tellement profond culturellement. C'est ça le souci. Le souci, c'est que normalement, quand on prend l'exemple des Juifs, comme le monsieur a dit, très belle idée, quand vous voyez comment les Juifs, ce n'est pas une seule personne qui décide. Quand tu prends le système américain, ce n'est pas une seule personne qui décide. C'est un conglomérat, c'est un trust. C'est comme le système qu'on connaît, que nous tous on connaît, c'est le droit de veto. Il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes, il y a 7 personnes. Et non, on s'assoit, on rediscute. Tant qu'on n'a pas compris que nous tous, on doit participer, que ce n'est pas juste donner, quand on dit les moyens, ce n'est pas juste donner l'argent et puis on attend d'avoir les comptes. Parce qu'une personne ne pourra jamais faire ça. Et le jour où on tombe sur une mauvaise personne, même une personne qui va se faire détourner par le diable et qu'on sort, on est tous dans les problèmes. Parce qu'on veut le faire, pourquoi? Parce que comme on l'a souligné, le politique ne nous suit pas. Ou bien le politique est très lent. Nous, on a une vision qui est tellement avancée, je dirais, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on veut faire ça en griffe. On veut comme anticiper parce qu'on voit l'urgence, on veut s'organiser. Donc, s'il y a un souci, un détournement, il y a quelque chose, qu'on veut passer par le système judiciaire qui est en place actuellement, on n'est pas du tout protégé. Je ne sais pas si... Je peux continuer? Je ne sais pas si on... Oui. En fait, on vous a compris, mais déjà, voilà. Il y a un commentaire qui est venu sur le chat. Ça ressemble à du fatalisme, Madame Yilamto. Non, justement. C'est parce vous que ne croyez pas en nous, pas nous. Justement, si on continue sur cet esprit-là, ça ne va pas aller. Ça va mais pas quelle aller. est votre solution? Je veux dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut toujours de mettre d'abord le problème avant d'aller à la. D'accord. On a vu le problème. Mais je prends l'exemple de ce que vous avez donné comme idée. Je ne veux pas vraiment dire ça. C'est-à-dire que déjà, enlever de notre tête qu'on va donner ça à une personne, même à vous. C'est une groupe de personnes. C'est-à-dire que là, la manière dont vous êtes en train de vous organiser pour avoir du temps pour s'occuper de cette histoire, de la même manière, monsieur Ali, pardon, il est en train de, il s'est assis, il est en train de réfléchir comment il va faire son emploi du temps pour s'occuper de cette histoire. De la même manière, Dame il est un peu en train de s'asseoir pour s'occuper de cette histoire. Il faut au moins 5 personnes dans le même état d'esprit. Je veux juste envoyer davantage d'eau à votre moulin, en fait. C'est-à-dire un leadership. Actuellement, où nous sommes, ça ne peut pas nous arranger. Il faut plusieurs leaderships. D'accord, ça c'est une bonne madame. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, je viens appuyer un peu. Voilà, je viens appuyer un peu. Le structure, c'est exactement ce qui se passe. Parce que moi-même, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pas l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire un petit comité à chaque fois, puisque on carbure à la confiance. Donc, on fait en petit communiqué, mais c'est effectivement ce qui fonctionne. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que l'idée de EDB Capital est en gestation parce que ça n'a rien à voir avec le modèle économique de l'école de la bourse que vous connaissez. Nous, on a une école. Donc, jusqu'à présent, on fait des cours, on répond aux questions des gens, on les accompagne sur des disciplines. Fin de l'histoire. EDB Capital, c'est une société d'investissement. Donc, en tant que société d'investissement, comme vous avez dit, est-ce qu'on va juste prendre l'argent des gens et puis nous-mêmes se charger de le faire fructifier? On va demander aux gens, quand tu viens ton argent, tu viens avec, je raconte n'importe quoi, un projet. Ou même tu viens avec, je ne sais pas. Donc, c'est nous qui allons réfléchir à ça, mais à vrai dire, c'est moi qui dois réfléchir et puis vous convoquer pour vous dire, voilà un peu les axes et puis vous allez amender. Mais tant que je ne suis pas à plein temps, on n'est pas aidé. Donc, pour l'instant, cette discussion est très bonne parce que ça nous permet de voir des aspects. Merci pour votre idée. Si on est 5, on est 10. Moi, je pense que l'aspect juridique va tempérer le manque de confiance. Hein? Quand le droit prend le pas, les choses... S'il vous plaît. En fait, elle a donné son idée, elle a donné votre idée. On va prendre d'autres contributions. Mais ce que je retiens, comme c'est enregistré, tout ça, ça va nous aider. Mais moi, Madame Yilam, tout ce que je dois dire pour finir sur votre propos, c'est que vous avez passé beaucoup de temps à décrire nos mots.
Maintenant, je voudrais que vous croyiez en nous, pas en l'EDB, mais en l'homme africain qui peut progresser justement parce que vous allez venir avec, en disant, les regroupements africains du passé n'ont pas marché parce que on va faire les regroupements maintenant en nous appuyant sur le modèle juif. Moi, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais que chez les Libanais, là, quand ils t'amusent, ils peuvent te tuer, ils peuvent t'abattre. Donc, je ne dirais pas qu'on ne va pas faire ça, mais on doit étudier les regroupements qui marchent. Quand les Chinois se regroupent, pourquoi ça marche? Quand les Arabes se regroupent, pourquoi ça marche? Mais pourquoi, comme vous dites, quand les Africains se regroupent, ça ne marche pas? Et puis, instaurer ces règles, au-delà du juridique, peut-être les gens ont des hypothèques, ont des trucs qui font que quand on les met à des niveaux du rouage, ils ne peuvent pas s'amuser. Parce qu'ils sont engagés personnellement sur des choses. Je sais qu'en Asie, ils ont l'honneur qui est à un niveau incroyable. Quelqu'un, à cause de l'honneur, il peut se tuer. Donc, eux, par exemple, l'honneur entre en ligne de compte et ça fait qu'ils ne font pas certaines choses. Bon, je ne sais pas l'honneur des Africains, mais c'est à tout ça qu'on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on met sur la table en plus de l'argent? Pour que la personne... Moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer les Africains. Moi, je ne désespère pas de l'Africain. Mais comme elle a dit, l'argent est quelque chose. L'argent est quelque chose. Si on n'est pas réaliste, beaucoup de personnes on se casse la gueule parce que justement, c'est bien beau de croire en l'autre, en l'être humain. Mais quand on croit en l'être humain, on croit à tout l'être humain. C'est-à-dire, on croit en ses lumières et on croit en ses obscurités. On ne se masque pas une partie en disant non, on va aller, de quand c'est bon, on va se dire ça va aller. Ce n'est pas comme ça la réalité. C'est comme quand on vous dit on fait une thèse de loi. Quand on fait une thèse de loi, on dit qu'on fait une thèse de loi, comme si en face de nous, on est en train de dealer avec le diable. Parce que donc, demain, tu ne sais pas qui sera en train d'utiliser ces thèses de loi-là. Donc, souvent, tu as des thèses de loi qui sont tellement bétonnées. Parce que, juste comme le monsieur a dit, il faut qu'il y ait des garde-fous juridiques. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. C'est quand tout va bien, quand on dit qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est bien beau. Mais c'est quand il y a un grain de sable que tout s'écoule. Parce qu'on a l'impression qu'on fait des groupements sans penser qu'il va y avoir un grain de sable. Alors que qu'on le veuille ou pas, le grain de sable viendra. C'est un fait. D'accord. Madame Dilanto, ce que je vous propose, comme M. Bab et vous-même êtes intervenus, je ne vais pas vous donner l'exercice de maison, mais étudier les modèles de regroupement qui marchent. Et puis, comme vous êtes dans la communauté EDB, partagez-moi les éléments, mettez ça dans votre groupe. Voyons justement comment notre modèle, avant qu'on ne le lance là, comment on peut avoir des clés pour le rendre moins vulnérable au grain de sable. Mais là, dans l'immédiat, je dois donner la parole à M. Kofi et puis M. Nobu. Maintenant, on a M. Aboulaye Coulibaly qui nous a enfin rejoint et qui va prendre la parole, je pense, après M. Kofi. Donc, cool. Merci d'être connecté. Aboulaye Coulibaly est membre de l'école de la bourse des promotions 2016. Il a aussi 2 entreprises, c'est un salarié entrepreneur, mais lui, il a 2 entreprises. Et il va nous partager justement sa réflexion sur ça, parce que lui, ses entreprises, ce sont des business de terrain. Et ce qu'il voit sur le terrain, là, vraiment, s'il avait fait la première partie de l'entretien, peut-être nous tous, on serait dépassés. Les gens sont sur le terrain et puis nous, on n'y est pas. Donc, Aboulaye, merci d'être venu. On est actuellement dans la deuxième partie, la partie des solutions. Donc, de ce que tu as vu sur le terrain, comment les Ivoiriens peuvent reprendre des positions économiques performantes. Donc, quand tu dois prendre la parole, tu dois aller directement dans ce sens-là. Donc, M. Kofi, allez-y maintenant. Allô? Oui, allô? C'est Mme Kofi plutôt. Mme Kofi, désolé. D'accord. Ben, moi, je pense que l'intervention sera à 3 niveaux. Déjà, dans le premier niveau, ça sera notre génération. Et je me dis que présentement, concernant tout ce qu'on avait dit dans le premier point, et que c'était culturel, c'était par exemple par rapport à des objectifs bien précis, c'est-à-dire le président Houphouët-Boigny a voulu former j'ai envie de dire, des bureaucrates pour pouvoir prendre les différentes places au niveau de l'administration et autres. Et nous, ensuite, notre génération, à nous, nos parents nous ont transmis cela. Et puis, nous sommes en plein dedans, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de changer de mentalité. Déjà, avec l'EDB, avec tout ce qui se passe un peu dehors, je pense que nous sommes en train
nous sommes sur la voie pour changer de mentalité et c'est vraiment encourageant. Donc, le premier niveau d'intervention, c'est déjà sur nous, c'est comment établir justement correctement ce changement de mentalité-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Essayer de discuter, essayer de peut-être construire quelque chose qui pourra servir de modèle que nous transmettrons demain à nos enfants. Maintenant, le second niveau, ce sera au niveau de l'éducation. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, il y a toute une question de politique. Ça ne vient pas tout de suite, mais déjà à notre niveau dans nos différentes familles, déjà éduquer nos enfants, leur parler clairement, leur dire. Moi, c'est ce que je fais en tout cas depuis que j'ai commencé E2B, vraiment. Je parle à mes enfants, je leur explique certaines choses. Et puis, je pense que tout doucement, on va y arriver pour que la génération future, le changement que nous sommes en train d'amorcer aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment transmettre ce changement-là à la génération future. Et puis, je pense que ça va aller. Pour ma part, je suis un peu quand même optimiste. Et puis, et comme je veux dire, ce matin, par exemple, au culte, il y a, lors de la parole, il y a eu, c'était comme une conférence, il y a un monsieur qui est venu qui a parlé du travail. Et donc, vraiment, c'était intéressant. Il a parlé du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Au départ, on pensait que le travail, c'était chercher du travail, aller quelque part dans un bureau. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Donc, dans la conception de Dieu, le travail, c'est trouver sa voie, il a dit que Dieu, avant de nous créer, avait déjà notre travail là. Donc, il nous crée pour venir faire le travail pour lequel il nous a envoyés. Donc, du coup, quand on vient, chacun de nous a en son sein, dans son fort intérieur, ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit créer, qu'est-ce qu'il doit apporter au monde. Et donc, finalement, si on comprend ça, on dira dans l'éducation, par exemple, de nos enfants, on les observera et puis on pourra les orienter en fonction de ce qu'on observera dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qui les passionne, etc. Et donc, je pense que pour amorcer aussi ce changement-là, il faudrait que ça soit au niveau de l'éducation de nos enfants. Il faudrait qu'on observe nos enfants. Il ne faudrait plus qu'on soit dans le schéma de nos parents qui, avant, l'enfant aimait vraiment le ballon, le football. On lui disait non, je veux que tu sois, je dis n'importe quoi, médecin ou pharmacien ou je ne sais pas quoi. Donc, d'accompagner nos enfants dans leur passion, voilà, de les orienter en fonction de ce qu'ils aiment faire pour qu'on puisse trouver des Ivoiriens, des Africains passionnés et faire le travail pour lequel vraiment, ça ne sera pas forcément pour, c'est vrai, ça sera pour gagner de l'argent, mais ils feront quelque chose qui sera utile à notre communauté parce qu'ils aimeront cela. Maintenant, le troisième niveau, ça sera au niveau de la politique. Du politique, c'est vrai que ça va lentement. Maintenant, je me dis, avec ce changement de mentalité que nous sommes en train de faire, et nous sommes quand même des cadres partout, il y a des cadres, et je prie Dieu que chacun à son niveau soit, comme je dis, ça, un ambassadeur. Et si jamais on est à des postes politiques, qu'on puisse insuffler cela pour qu'au niveau politique, ça prenne vraiment ça prenne forme. Voilà ma petite contribution. Merci. Madame Kofi, merci beaucoup. On a une dernière main qui était levée, mais qui s'est abaissée. C'était M. Ningou. Mais avant ça, on va prendre Aboulaye Koulibaly. Aboulaye, est-ce que tu es prêt? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Brice. Bonsoir, frère. Alors, déjà, désolé pour le retard, hein, parce que là, j'étais pas vraiment à Abidjan. Donc, j'avais une course à faire avec un frère. Comme c'est le mois de Ramadan, tu connais un peu, hein, voilà. Donc, je dois partager mon expérience, c'est ça? Oui. On a déjà fait la première partie, c'est-à-dire la place des locaux dans l'économie.
Donc, de ce que tu vois sur le terrain, tu pourras peut-être revenir un peu là-dessus. Pardon, pas trop développer, mais je sais que tu as vu des choses intéressantes que j'aimerais que tu le dises dans des secteurs. Maintenant, surtout, comment tu penses qu'on peut remonter la pente concrètement? Moi, j'avais mon idée de EDB Capital. Tu as vu comment la discussion s'est passée. Mais à part ça, comment est-ce qu'on peut remonter la pente? De ce que toi, justement, tu vois sur le terrain, comment les gars ont pris les positions et comment on peut copier tout ça? Alors déjà, merci. Je pense que le constat, on le fait tous. Hein. On le fait tous. Quand vous regardez l'économie telle que l'économie de la Côte d'Ivoire avec sa configuration, on voit qu'on n'est pas présent réellement. Vous prenez aujourd'hui un grand frère comme disait Stanislas, c'est dans les finances. Vous prenez Fabrice Saounion, on voit que c'est dans les médias. Vous prenez qui encore? Peut-être Pion qui fait un peu de transformation avec son groupe CIFRA, mais il n'y a pas Pion, bon, il n'y a pas grande personne. Peut-être qu'on est Dexongui qui reste dans le ciment. Mais quand on parle de transformation pure et dure, vous voyez qu'on n'est pas présent. Même quand on parle d'achat de matières premières, de vente et puis même de transformation, on n'est pratiquement pas présent. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de la communauté libanaise. On voit que la communauté libanaise détient 40% de notre richesse nationale, 8% du PIB, il détient entre 40 et de la capitale économique, c'est-à-dire plus de la moitié d'Abidjan. C'est énorme. Vous avez la communauté burkinabé qui dirige pratiquement tout le Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu de là où vous êtes? On vous a pas entendu. Pratiquement plus de 90%, tous les PCA sont des jeunes burkinabés. Ils ont été soutenus en 2016 par le bras séculier qui est Coris Bank. Bon, voilà, vous comprenez. Donc, quand vous regardez un peu, beaucoup plus présent dans tout ce qui est administratif. Voilà. On est beaucoup plus présent dans tout ce qui est administratif. Et le constat, c'est quoi? C'est que, j'aime bien le dire, le dernier des peuples peut venir en Côte d'Ivoire et puis il va venir dominer l'Ivoirien sur son terrain. Simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et il y a des gens qui viennent commencer des choses devant nous. Ils commencent devant nous et vous voyez en très peu de temps qui commence déjà à réaliser du cash. Et puis, bon, comme notre système, il ne maintient pas de l'argent, il peut sortir avec l'argent comme il le veut. Les jeunes gens, ils quittent un peu partout à Tombouctou, ils rentrent ici, tu attends un an après, automatiquement, le gars, il commence à réaliser beaucoup de choses chez lui, il achète des têtes de bœufs, et puis, bon, il devient grand commerçant. Donc, ça veut dire que notre marché, il est très liquide. Notre marché, il est très liquide, mais le truc, c'est qu'on n'est pas présent. On n'est pas présent, on est plus présent dans les bureaux, on est plus présent dans le commerce, on est plus présent, quand je dis le commerce, c'est l'administration, les banques et tout ce que vous pouvez savoir. Donc, en réalité, on n'est pas présent. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on peut être présent? Est-ce qu'on peut avoir notre part de l'économie aussi? Est-ce qu'on peut jouer le jeu? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a beaucoup qui s'essaient au jeu. Mais la récupération du marché, ça sera quelque chose de vraiment très, 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 très difficile. Parce que vraiment que les Ivoiriens puissent aller peut-être en groupe. On parle de club d'investissement ou bien de business club. Il faut qu'ils partent vraiment en groupe et puis lever des capitaux. On a vu avec le GPA en 2020, je crois, qu'ils se sont mis ensemble. Et quand vous avez vu qu'ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à acheter l'ANACAD. Ils ont carrément mis Olam en second plan. Olam est passé en second plan en termes d'achat d'ANACAD sur le terrain de transformation. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc, ça veut dire que si les Ivoiriens commencent à se mettre ensemble et qu'ils commencent à comprendre comment est-ce que l'économie se passe, c'est sûr qu'on peut commencer à changer la donne. À petits pas, on peut commencer à modifier les choses. Sinon, en état actuel, pour l'instant, on s'occupe encore des bureaux, on s'occupe encore de ce qui est simple, on s'occupe, je veux dire, de ce que, par exemple, le Libanais, il ne va pas faire. Le Libanais, par exemple, c'est le commerce pur et dur, c'est la transformation aujourd'hui. Et il a verrouillé le secteur. Bon, on peut le faire, on ne peut pas le faire, je le dis, on peut le faire. On peut le faire, on a la capacité de le faire. Il faut simplement comprendre le marché. C'est pareil comme le cacao. Le cacao, quand vous êtes dans le cacao, je le dis toujours, vous demandez à deux jeunes Ivoiriens, vous les demandez dans la rue, vous demandez comment est-ce que se fait la vente du cacao à l'international. Très peu le savent. Moi, j'ai déjà fait cet exercice-là en 2019, je l'ai essayé même en 2020 lors d'une formation encore. Beaucoup ne savent même pas comment le cacao se vend à l'international. Pourtant, nous sommes premiers producteurs de cacao. Donc, l'un mis dans l'autre, pour, comme tu l'as dit, de ne pas vraiment être trop long, l'un mis dans l'autre,
On a la possibilité de le faire. La première approche, c'est qu'il faut comprendre notre marché, comment notre marché il fonctionne. Et puis de deux, il faut pouvoir avoir cette capacité-là de nous mettre ensemble pour pouvoir lever des fonds et puis commencer à petite échelle. En commençant à petite échelle, c'est sûr qu'on va récupérer l'économie doucement, doucement, doucement. Parce que quand vous prenez un exemple, comme par exemple, on dit le garba, ça marche, ça marche, ça marche. Mais qui vend le garba? C'est le Nigérien qui vend le garba. Mais qui produit le manioc? Ce sont les Ivoiriens qui produisent le manioc. Qui fait la tchéké? Ce sont nos mamans qui font la tchéké. Mais comment se fait-il que dans le cycle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus riches que les Ivoiriens? À la limite, on n'arrive même pas à comprendre. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer le marché. La question que je pose toujours aux Ivoiriens, comment est-ce que les jeunes Ghanéens ont abandonné le secteur de la coiffure? Ils ne sont plus dans le secteur de la coiffure. Quand vous rentrez au lieu dans le domaine de la coiffure, ce sont les jeunes Ivoiriens qui ont des salons climatisés, tout. Ils font tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça veut dire que c'est possible. La récupération du marché, c'est possible. Et ça doit être une affaire de tous les Ivoiriens, que vous soyez dans l'administration, que vous bossez à la mairie ou bien à la sous-préfecture, on a la possibilité de récupérer le marché. Donc, Brice, je vais m'arrêter déjà là. Voilà, donc pour ne pas trop m'étaler. D'accord, merci beaucoup. Je vais te poser juste une question, puis je vais donner la parole à M. Ningou, s'il a toujours, parce qu'il avait levé la main. Donc, de ton expérience, et je veux que tu prennes un secteur concrètement, comme toi, tu as des business clubs. Comment vous avez pu vous organiser? Comment vous avez pu rentrer, par exemple, dans les coopératives agricoles, les achats du cacao et consorts là? Et puis, comment je peux dire, est-ce que vous avez pu justement vous établir, comment vous avez pu surmonter les problèmes dont elle parlait tout à l'heure, Madame Brou, Madame, tout et de la confiance, c'est-à-dire ta proposition de base, qui est le regroupement, on la comprend. Et comme tu as une expérience dessus, si tu peux la partager, les business clubs de ton entreprise, comment ça fonctionne? Alors, je pense que les business clubs, déjà, on n'investit pas déjà dans le cacao, je précise. C'est-à-dire que le business club, déjà, moi, j'investissais dans les clubs d'investissement qui étaient, bon, tu connais un peu, toi, tu es dans la bourse, tu es un expert de la bourse. C'est-à-dire qu'on se mettait ensemble et puis on achetait des titres, on faisait tourner le portefeuille. Bon, c'est arrêté là. Maintenant, dans les business clubs, ça, c'était dans les clubs d'investissement. Maintenant, dans les business clubs, c'est-à-dire que on se mettait ensemble, on levait des fonds qui n'étaient pas vraiment élevés et puis on attaquait un secteur. Le modèle qui a véritablement marché, c'est le modèle de la centrale. Mais là, il a pris un peu de plomb, pas parce que on a des fonds, on a des finances qui sont là, mais on est en train de changer en fait de modèle. Mais il a beaucoup marché parce qu'on est parti sur un modèle où on a travaillé d'abord sur le mindset de tous les adhérents. Chacun sait ce qu'il a fait, chacun a son cahier des charges, c'est-à-dire qu'au niveau de la centrale, ce n'est pas des excuses. Et tout le monde est vendeur. C'est-à-dire que tout le monde travaille pour tout le monde en réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit répéter tous les jours. Parce que l'Ivoirien, en fait, quand vous faites un club d'investissement ou une association, si vous n'avez pas un modèle sur lequel, un modèle qui colle à votre peau, et puis où chacun doit faire ce qu'il a à faire selon un calendrier bien précis, chacun va trouver des excuses. Vous voyez dans nos associations, là, tout le monde trouve des excuses. Non, ma femme, je dois l'accompagner à l'hôpital. Mes enfants, bon, voilà, je dois aller les déparasiter. Voilà, chacun trouve des excuses. Donc, le premier élément, c'est de ne pas trouver des excuses. Chacun fait ce qu'il a à faire dans le club d'investissement. Ça, vraiment, c'est le nœud. Et puis, il faut avoir la capacité de sortir les gens dans des clubs quand ils n'arrivent pas à honorer leurs engagements, quand ils n'arrivent pas à faire. Nous, on a eu à sortir des gens, on leur a retenu leur capital avec ce que ça devait comporter. Et puis, bon, voilà, on a continué. Donc, il ne faudra pas que le club repose sur une seule personne. Et il y a des configurations à l'intérieur de notre club. Notre modèle, c'est qu'on a un président et puis on a un coordonnateur. Mais le coordonnateur, en réalité, c'est un peu comme quand vous êtes au jeu d'échecs. C'est la reine, en fait. La reine, elle a tous les pas, elle peut se déplacer à tous les points. Elle a tous les pas possibles. Elle n'est pas comme sauf le pas du chevalier. Mais le président, il peut décider que le coordonnateur lui tranche. Vous voyez, mais c'est dans notre configuration. C'est comme ça qu'on a décidé que le modèle soit. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de parler du logo. On dit quel logo on va choisir. Mais si vous laissez le temps à 20 personnes pour choisir le logo, vous n'allez jamais avancer. J'ironise toujours, je dis toujours que le logo d'Orange, c'est carré. Mais vous allez trouver des gens parce que non, ils sont dans un domaine agricole, ils veulent dessiner des tracteurs, ils veulent dessiner des râteaux, ils veulent dessiner des bottes pour pouvoir faire le logo. Mais ça prend un temps fou. Le coordonnateur, lui, vient et dit, bon, OK, on valide ce logo-là, c'est terminé. Une fois que le coordonnateur, il a validé, personne ne dit, même le président, il n'a pas le droit de dire non, qu'on revient dessus, c'est terminé.
Donc, dans notre modèle de fonctionnement, le coordonnateur, c'est celui qui vient pour régulariser les choses. Le président, lui, il est là dans la forme. Et puis après, il y a les commissions. Les commissions, il y a la commission vente, il y a la commission commerciale, il y a la commission même achat. Donc, il y a des gens qui vont aller sur le terrain. Il y a des gens qui sont allés, je vais dire, au nord pour aller acheter de l'igname là-bas. Et ça marche. Ça marche parce que chacun fait ce qu'il a à faire. Quand lui finit de remplir sa mission, ça passe au niveau supérieur. Le niveau supérieur prend. S'il s'agit des gens de la cellule de réflexion qui doivent réfléchir rapidement sur une stratégie, eux, ils ont 48 heures pour faire ça. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire en réalité. Donc, voici un peu. Allô? D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Malheureusement, au début, il y avait un peu on n'entendait pas bien là. Donc, rappelle-moi, les business clubs interviennent dans quel domaine? Parce qu'on n'a pas bien entendu. Dans le domaine agricole, achat et vente, par exemple, de patates. Nous, on a acheté les patates, je vais dire, autour de 400 et quelques mille, mais on a eu près de, on a vendu, on s'est retrouvé à près de 900 et quelques mille en moins de 2 semaines. Les ignames, ça a été pareil. C'est des choses, quand on regarde, on se dit, est-ce que ça va marcher? Mais personne ne s'est vendu, personne ne s'est promené sur le soleil pour vendre. On a tous vendu avec une méthode qui était très simple. On a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé notre logistique, on a utilisé nos méthodes pour pouvoir vendre. Mais on arrivait à atteindre nos objectifs parce que chacun avait son cahier des charges. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je note, c'est que l'esprit vraiment est aujourd'hui, voilà le DB qui va lancer soit des business ou une société d'investissement. Et ça va m'aider que tu aies déjà toi-même fait ce pas-là avec ta propre société pour que tu nous partages justement cette expérience-là. Ou comme tu dis, quelqu'un ne fait pas quelque chose, on le sort, comment on définit les règles financières. Donc, vraiment, je t'appelle après pour ton retour d'expérience plus détaillé pour qu'on continue de réfléchir pour la forme et pour le fond de EDB Capital. Donc, dernière contribution à notre meeting, monsieur Boubou. Bonsoir, monsieur Kwao. Bonsoir, c'est monsieur Ningou. Ok, d'accord. Oui, c'est lui. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, du moment où c'est la dernière contribution, je vais essayer de faire court. Et la dame, madame Yelacho, qui a parlé de confiance, je dirais, d'organisation et d'investissement, je partage pleinement, je dirais, son intervention parce que le plus souvent, on est motivé dès le début et lorsqu'on démarre, les motivations baissent au fur et à mesure et on n'a pratiquement plus... Allô? Oui, OK. Et on n'a pratiquement plus personne pour suivre. Mais la notion principale, je pense, dans cette volonté de reconquérir le marché national, je pense, c'est la notion de travail. Combien sommes-nous, je dirais, connectés ici, qui avons à cœur ou bien qui avons cette notion-là dans notre vie quotidienne? Parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau d'échanger, mais après, comment on gère nos disponibilités et surtout dans l'esprit de la notion de travail. L'intervenant avant moi a parlé de sortir ceux qui ne font pas le job. C'est assez important dans ce genre, lorsqu'on veut conquérir je dirais ce genre de part de marché, il faut qu'on ait le courage de dire non ou de dire oui à ceux qui ne peuvent pas ou à ceux qui peuvent. Moi, je vous donne quelques exemples. Moi, pour mon exemple personnel, j'ai eu à démissionner depuis janvier 2017. Donc, on est en 2022. Ça fait 5 ans que je travaille pour mon propre compte. Je fais des activités de conseil, mais j'ai eu à essayer plusieurs choses. Mais comme on le dit, on ne peut pas tout faire seul. Par exemple, j'ai eu à, je dirais, mettre en place un salon de coiffure avec un jeune homme qui était déjà dans l'activité, mais 1 an après, il a tout abandonné parce qu'il tient à être fonctionnaire. Même fois, je lui ai dit que notre activité pouvait nous rapporter, mais il n'a rien voulu comprendre, il tient à être fonctionnaire, donc il a délaissé
l'activité. J'ai eu à essayer une activité d'achat et de vente d'igname, comme avec une activité principale. Je ne peux pas être dans les villages sur le terrain. J'ai essayé de travailler avec un jeune dans un village, mais je suis sorti avec des pertes de 1 million, 2 millions, et j'en passe. Donc, pour finir, je pense qu'on échange et tout le monde peut donner son point de vue, tout le monde a retenu, mais qu'est-ce que chacun a, ou mais qu'est-ce que chacun enregistre concernant la notion de travail? Quelle place a le travail dans notre vie quotidienne? Monsieur Kouaou a parlé de se libérer en fin d'année haute. C'est une expression de l'importance qu'il accorde à ce genre de notion. Tu as travaillé pendant des années et souvent pour j'ai le plus souvent mes servantes, je leur pose la question, comment se fait-il que comment on dit, celui qu'on appelle communément le Aoussa ou quoi, qui arrive en Côte d'Ivoire, qui démarre avec des budgets de 40, 50 000 et 50, 10 ans après, il arrive à avoir un terrain chez lui, il arrive à construire un immeuble. Donc, comment c'est vous des servantes qui avaient pratiquement peu, je dirais, c'est même revenus là que ces personnes-là, et 5 ans après, 10 ans après, vous êtes encore dans ce même métier de servante? Bon, je m'arrête là. Merci à toutes et à tous. D'accord. Merci beaucoup, Francis. Donc, je ne voulais pas que l'idée de EDB Capital soit l'idée qu'on va retenir de ce meet-up-là. Je voulais que, justement, il y ait beaucoup plus d'idées. Et c'est pour ça que j'ai traîné avant d'en parler. Mais bon, je pense que la balle va rester dans mon camp. C'est comme si vous alliez attendre que je finisse de structurer le projet. Et Francis l'a dit, c'est pas ça. C'est que chacun, justement, se met... On dit, on va s'appeler après. Que chacun se mette à travailler sérieusement. Et travailler sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis salarié, machin, tout, je fais ce que j'ai à faire, et puis j'apprends l'entrepreneuriat, et puis je commence c'est pour ça qu'on a créé EDB Business. Je commence à étudier des secteurs, comme Aboulaye dit. Et puis, dans EDB Business, par exemple, on a fait un classeur des membres où chaque membre a son secteur d'activité. Donc, quand je veux faire quelque chose, je peux taper dans le classeur pour voir qui est dans le domaine, et puis il va me coacher. Vous voyez, EDB Immobilier, je vais acheter des terrains dans telle zone qui est là-bas. Ça dit, commençons à nous bouger avant de demander qu'il y ait une structuration globale qui vienne par le haut, par exemple, de Brice Kouaou, de l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quoi. Nous-mêmes, là, commençons à intensifier nos efforts. Vous vous rappelez, il y a 1 an, 2 ans, je vous ai parlé d'une vidéo des Coréens. L'énergie que les Sud-Coréens mettent dans le travail, là, les Africains sont loin de ça. Donc, il faut que les membres de l'école de la bourse deviennent polyvalents. On travaille, nous tous, on est des salariés. On est tous des investisseurs en bourse. On va maintenant compléter à nos casquettes. On va rentrer dans les secteurs. Et puis après, EDB Capital sera juste la synthèse de ça. Sera juste l'agrégation de ça. Mais si à titre individuel, quelqu'un, en guillemets, ne fout rien, si tu le mets dans EDB Capital, il va continuer à ne rien foutre là-bas. Parce qu'il ne s'est jamais bougé, en fait. Et c'est pour ça que depuis là, je réfléchis, parce que je ne vais pas me retrouver à travailler pour vous. Ce n'est pas cette relation-là qu'on a. On travaille ensemble. On travaille pour quelqu'un. Et Aboulaye a bien réussi ça apparemment chez lui là-bas. Il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille avec des gens. Donc, il faut que nous aussi, on puisse le faire à l'EDB, mais ça suppose que chacun puisse commencer à se bouger. Donc, c'est bien, en guillemets, d'accuser les parents de ce qu'ils n'ont pas fait à l'époque. C'est notre génération qui est au front maintenant. Et notre génération, contrairement à ce sont les parents, on a les informations. On a des personnes ressources. Donc, moi, je voudrais que peut-être ce soit ça qui soit notre conclusion. Chacun, comme Francis l'a dit, se mette au travail. Chacun se mette à bouger, poser des questions dans les groupes WhatsApp, demander qui fait ceci, qui fait cela. Moi, ça me fait toujours mal. Je vous ai mis dans des groupes et puis c'est silencieux. Les gens dorment. J'ai dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte? Il y a de l'argent dans la crypto, de l'argent dans ça, et puis les gens dorment. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on reprenne les positions dans nos pays. Sinon, nos enfants vont vraiment mal vivre. Donc, pour moi, c'est bon. S'il n'y a pas de dernière intervention, on va ouvrir les micros pour les au revoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, oui. C'est qui? Diabaté Ali. Diabaté.
D'accord, donc dernière intervention. Oui. Voilà, et puis on va faire les devoirs. Ok, je ne serai pas long. Je vais intervenir dans la droite ligne de l'invité. Il a vraiment touché le nœud du problème, surtout en Afrique ici. Quand on s'associe pour faire quelque chose, c'est fini, on confie à une seule personne. Et puis bon, c'est la léthargie, quoi. Chacun attend un résultat du travail qui ne fait pas. La dame aussi, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Elle a touché une partie du problème. Ils ont intervenu un peu sur le même problème. Et moi, je pense que EDP Capital, là, il faut qu'on y réfléchisse. Et que quand on va mettre en forme EDP Capital, je ne sais pas si c'est le nom qui sera retenu, que ça ne soit pas seulement la bourse, quoi. Moi, j'ai d'autres idées. Il y a des domaines dans lesquels je veux vraiment investir, mais qui rapportent énormément. Je peux citer les cultures hors sol, par exemple, les cultures en contre-saison. Je pense que c'est d'actualité. Voilà. Et c'est un domaine qu'on oublie très souvent et qui rapporte énormément. Donc, on va continuer à réfléchir là-dessus. Et puis, bon, voilà quoi. C'est ma part de choses. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur Diabaté? Diabaté, oui. Voilà. Oui. Donc, comme madame Guilanto l'a dit, comme Aboulaye l'a dit, qu'on va lancer, oui, que chacun vienne avec des idées, que chacun vienne avec des contributions, que chacun vienne en disant, ce secteur-là, on peut rentrer. Moi, je serai, par exemple, le coordinateur. Donc, quand on lance les cellules, on dit la cellule agriculture, la cellule je ne sais pas quoi, tu es là, et puis tu nous expliques, et puis il y a 2 ou 3 gars qui bossent, et puis on prend des positions comme ça. C'est un truc avec 100 personnes auxquelles je pensais. Là, on peut envahir plusieurs secteurs à la fois. Et puis quand on se retrouve à l'AG, on fait le point de chaque position qu'on est en train d'ouvrir. Donc, que tous ceux qui ont des idées, que tous ceux qui ont des expertises se préparent. Moi, comme je dois faire ma transition, et ma transition va se faire avec ce projet-là. Parce que la partie école, bon, ça marche bien, c'est bon. On va faire maintenant la partie prendre des positions sur le terrain. Ce n'est pas la bourse qui est notre sujet, c'est l'entrepreneuriat et l'immobilier. Okay. Donc, que chacun qui ait des idées, des expertises se prépare. Mais en même temps aussi, que vous commencez vous-même à évoluer dans le domaine. Là, quand on lance, vous avez un retour d'expérience pertinent, comme celui Aboulaye a. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de certaines choses, j'appelle Aboulaye, il est pertinent dans le domaine dans lequel il est pour donner des retours. Donc, il ne s'agit pas de dire, j'ai lu sur Facebook qu'il y a de l'argent dans le hors-sol. Dans le hors-sol, là, comment tu nous expliques concrètement pour qu'on puisse le faire et le faire avec toi. Donc, en tout cas, merci à tous et à toutes. Et puis, rendez-vous le mois prochain. Concernant le thème, je suis ouvert à des idées. J'aimerais bien qu'on parle de l'éducation financière des enfants, mais s'il y a d'autres idées, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp. Donc, chaque mois, on va s'attraper comme ça, échanger sur un sujet de finances personnelles et puis avancer, essayer de progresser. Donc, on peut ouvrir les micros pour les revoir. Bonne soirée chez vous. À bientôt. Bye bye. Bye. En tout cas, le thème était très intéressant aujourd'hui. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. On attend d'autres idées de thèmes. Moi, j'espère.